Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. J'aimerais tout d'abord commencer par vous dire que dans la vie, il faut parfois savoir écouter les signes. Alors, pour les personnes qui écoutent mon podcast religieusement, sachez qu'il s'agit du dernier épisode avant que je prenne une pause pour l'été. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, j'ai réellement besoin de reposer mon cerveau de tous ces cas lourds et difficiles dont je vous ai parlé dernièrement. J'ai besoin de faire le plein de soleil, de marcher avec mon petit chien et surtout de me vider la tête de tous ces horribles meurtres. Bref, vous revenir en force physiquement, mais surtout mentalement. Mais bon, me connaissant, et mes amis proches pourraient en témoigner, je vais sans doute me reposer 2-3 jours et ensuite commencer l'écriture d'un cas qui me trotte dans la tête depuis un bail. Cela étant dit, dans cet épisode-ci, je vais vous parler d'armes à feu, mais aussi des raisons qui poussent parfois certains hommes à changer complètement leur comportement. De ces accumulations qui, au fil du temps, finissent carrément par les faire exploser sans que personne ne voie rien venir, malheureusement. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Jacques Picard. L'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui se passe cette fois à Ottoburn Park, une petite ville paisible se trouvant à l'ombre du mont Saint-Hilaire, en Montérégie. Les meurtres arrivés dans cette localité sont très rares. On ne parle pas ici d'une simple statistique annuelle, mais plutôt de drames isolés et marquants qui ont touché la communauté au fil des décennies. Les archives médiatiques et judiciaires font principalement état de 3 événements majeurs, totalisant 6 victimes de meurtre. Si on y va du plus récent au plus ancien, on se rappelle tout d'abord de l'affaire de Julie Morrison. Il s'agit d'une femme de 39 ans, tuée dans sa résidence de la rue Balmoral en juin 2013. Son corps avait été retrouvé calciné dans sa voiture à un peu plus d'1 kilomètre de chez elle. Son ex-conjoint, Louis Pelletier, avait été arrêté et avait subi son procès quelques années plus tard pour meurtre prémédité et outrage à un cadavre. Ceux qui ont une bonne mémoire se rappellent sûrement que j'ai raconté cette histoire en octobre 2024. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore entendue, n'hésitez surtout pas à le faire. Le deuxième événement grave que cette ville a connu est arrivé en 2011. Il s'agit du meurtre de Marc Richer, un homme de 46 ans qui avait cette fois été poignardé à mort à son domicile de la rue François à la suite d'une dispute familiale. L'auteur de l'agression était le fils de sa conjointe, un homme de 31 ans qui souffrait de graves problèmes de santé mentale. Ce dernier avait été arrêté sur place et accusé de meurtre au second degré. Je n'ai pas encore parlé de ce cas, mais c'est un sujet assez intéressant pour que je le fasse éventuellement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La troisième tragédie à survenir est justement le sujet de cet épisode. Bien que d'autres affaires policières soient arrivées dans le secteur, comme des corps retrouvés ou des enquêtes de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent, les dossiers officiellement classés comme des meurtres commis sur le territoire d'Ottoburn Park se limitent presque exclusivement à ces 3 tristes drames de nature conjugale ou familiale. Aujourd'hui, nous décortiquons l'affaire Jacques Picard, soit l'histoire d'une séparation qui a viré au carnage en moins de 48 heures et des trop faibles signaux que personne n'a pu décoder à temps. Ce drame ne fera donc pas exception côté cruauté et sera malheureusement l'événement le plus lourd de l'histoire de cette ville. Sans plus tarder, place à l'horreur. C'est fini. Tout est fini.
C'est par ces mots à donner froid dans le dos, prononcés au téléphone un jeudi à 5 heures du matin, qu'une mère bascule dans l'horreur. À l'autre bout du fil, son gendre, Jacques Picard. Quelques minutes plus tôt, dans le calme trompeur d'Audubon Park, cet homme sans histoire apparente venait de commettre l'irréparable. Moins de 2 jours après avoir appris que sa femme voulait le quitter, il l'a froidement abattue avec une arme à feu. Elle n'avait que 43 ans. Mais ce n'est pas tout. Tel un lâche, il s'en est ensuite pris à ses 2 filles dans leur sommeil. Catherine, 12 ans, et Marie-Hélène, 15 ans. Visiblement très perturbé par cette annonce de rupture, dans un geste désespéré, il les a abattues froidement avant de retourner l'arme contre lui. Selon les policiers de la Sûreté du Québec, sa conjointe lui aurait effectivement annoncé 2 jours plus tôt qu'elle comptait le quitter. Encore et toujours cette même maudite raison. 2 armes à feu différentes ont été utilisées pour commettre ces 3 crimes abominables. Voyons ça de plus près et commençons tout d'abord par l'arrivée de cette famille dans leur nouvelle maison à Audubon Park après avoir passé plusieurs années dans la vieille capitale. Qui sont-ils? Arrivée depuis moins d'1 an au 409 rue des Bouleaux, située entre le chemin Osias-le-Duc et la rue Parkview, la famille Picard n'a eu que peu de contact avec ses nouveaux voisins depuis son arrivée. À première vue, il s'agit d'une famille sans querelle, sans histoire et surtout sans antécédents criminels. Aux yeux de tous, Manon Hood était une femme merveilleuse. Son entourage et même sa belle famille s'entendent pour dire qu'elle incarnait la douceur et le dévouement. Avant d'arriver dans cette banlieue, Manon travaillait à la Caisse populaire du Sacré-Cœur, dans la région de Québec. Quant aux 2 adolescentes du couple, les voisins d'Audubon Park les connaissaient peu, les décrivant simplement comme de belles filles polies et sympathiques. Mais à travers les témoignages de leurs proches, on découvre 2 sœurs profondément complices. L'aînée, Marie-Hélène, était une jeune fille déterminée, pleine de projets et de promesses. Elle était très bien entourée et sa disparition tragique a provoqué une immense onde de choc chez les jeunes du quartier. Sa petite sœur, Catherine, était la cadette tendre, aimée et aimante qui entrait tout juste dans l'adolescence. Une période qui s'annonçait douce et sans histoire pour elle. Pour finir, nous avons le père, Jacques Picard, 45 ans. Originaire de la ville de Québec, il a grandi dans le quartier Saint-Malo. C'est là que se trouvent ses racines, au sein du clan d'Aigle, une véritable institution dans la paroisse. Il s'agit d'une famille tricotée serrée de 14 enfants, dont 12 toujours vivants, reconnue pour son immense sens de l'entraide. C'est dans ce milieu que Jacques a été élevé, mais son parcours commence malheureusement par une fêlure. En effet, à l'âge de 3 mois et demi, il est adopté par sa tante Gemma d'Aigle-Saint-Michel. Sa mère biologique, Jacqueline, la sœur aînée de Gemma, maintenant décédée, venait de subir une opération majeure au poumon. Trop faible pour s'occuper de son bébé pendant de longs mois, elle prend la décision déchirante de le confier à sa sœur. Pour le jeune Jacques, qui grandira entouré de ses tantes au point de dire « j'ai 3 mères », les motifs médicaux de cette adoption n'effaceront jamais tout à fait une blessure invisible, soit un sentiment d'abandon qui s'est tranquillement installé. Soit un sentiment d'abandon qui s'est tranquillement installé en lui. Devenu machiniste de métier, Picard est un homme physique, un adepte de vélo et de longues marches en solitaire. Manon ne l'accompagne que rarement dans ses excursions. Dans le voisinage, on ne les voit presque jamais se balader ensemble, mais l'illusion est parfaite. Ils donnent l'image d'un gentil couple tranquille. Dans l'intimité, Jacques Picard est ce qu'on appelle un coureur des bois. Un homme manuel et débrouillard
capable de bâtir des ponts ou des camps de fortune en forêt. Ses repères se trouvent là, dans la pêche, la nature et la chasse, qu'il partage parfois avec un ami proche de la famille, l'abbé Mario Dufour. Cette passion pour les bois explique aussi pourquoi il possède un véritable arsenal à la maison. Il possède en effet une douzaine de fusils. Quand même. Une quantité impressionnante, pourtant tout à fait légale. La quasi-totalité de ces armes est enregistrée au registre national et entreposée selon les règles strictes de la loi. En fait, et pour info, au moment où le drame survient, la question des armes à feu est sur toutes les lèvres au Canada. Nous sommes au début des années 2000 et une nouvelle loi, entrée en vigueur en 1998, oblige désormais l'enregistrement de toutes les armes et pas seulement les armes de poing. Pourtant, le système est loin d'être infaillible. Sur près de 8 millions d'armes en circulation au pays, on estime que 1,4 million d'entre elles manquent toujours à l'appel dans le registre national. Ça fait peur. Il faut savoir qu'au Canada, il n'y a aucune limite au nombre d'armes qu'un individu peut posséder tant qu'elles sont enregistrées. Mais posséder un arsenal attire tout de même l'attention. À partir de 10 armes, les propriétaires s'exposent à des inspections surprises pour vérifier que l'entreposage est ultra sécuritaire. Même si le taux de possession reste bien plus bas qu'aux États-Unis, avec environ 17 % des ménages canadiens qui seraient armés, les experts de l'époque notaient toutefois une lueur d'espoir. Depuis le durcissement des lois en 1991, le nombre de femmes tuées par balle par leur conjoint avait chuté de moitié. On s'entend quand même tous pour dire que c'est encore beaucoup trop. Mais revenons à nos moutons. La décision de déménager est principalement venue de Manon. Elle a voulu vendre la maison que le couple possédait à Notre-Dame-des-Laurentides pour se rapprocher des siens près du Mont-Saint-Hilaire, notamment de sa mère, Claire Hood. Elle a donc laissé tomber son emploi à la Caisse Pop, tandis que son mari a quitté le sien et fait le choix de la suivre. Est-ce que leurs deux filles étaient ravies de ce changement? L'histoire ne le dit pas. La rumeur veut que c'est depuis ce déménagement à Otterburn Park que l'on soupçonnait quelques difficultés dans le couple. Les différents témoignages suggèrent que Manon traversait une période de profonde réflexion sur son avenir et qu'elle envisageait peut-être déjà de refaire sa vie de manière indépendante. Certains se demandent même si elle n'aurait pas plutôt souhaité partir seule avec ses deux filles. Mais une chose est sûre, ça n'allait plus vraiment entre eux à ce moment-là. Pourquoi? Quand une séparation survient, la grande majorité des gens vivent du chagrin, de la colère ou de la détresse. Ce qui est tout à fait normal. Alors, comment un homme peut-il en arriver à commettre un tel geste et pourquoi une séparation fait parfois autant de dégâts? Les criminologues et les psychologues s'entendent sur un point. Pour ces hommes, la rupture n'est pas vue comme la fin d'une relation, mais comme l'effondrement total de leur propre monde. C'est leur identité même qui est réduite en miettes. Dans notre société, on a souvent appris aux hommes à réprimer leurs blessures, à cacher leur vulnérabilité et à traduire leur souffrance par l'action ou le contrôle. Quand le couple éclate, ils ne perdent pas seulement leur conjointe, ils perdent le contrôle de leur vie entière. Pour une personnalité fragile, cette perte de contrôle est intolérable. Elle engendre une rage immense, une rage qui couve en silence. C'est exactement ce qui nous amène au profil de Jacques Picard. Les experts qui se sont penchés sur son cas l'ont qualifié de faux doux. Le genre d'homme serviable, tranquille, qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais qui, en réalité, accumule et ensevelit sa colère depuis des années. Pour Picard, la brique est tombée 1 an plus tôt, lors du déménagement à Otterburn Park. Pour suivre Manon qui voulait se rapprocher de sa famille, il a tout quitté. Son emploi de machiniste à Québec, ses repères et son réseau. Il s'est retrouvé isolé, marchant seul dans son nouveau quartier.
Et c'est ici que sa blessure d'enfance, ce sentiment d'abandon lié à son adoption à l'âge de 3 mois et demi, qui a probablement agi comme un amplificateur de douleur. Ce ne sont que des suppositions, bien sûr, mais quand Manon lui annonce, le mardi soir, qu'elle le quitte et qu'elle veut partir avec les filles, toutes les insécurités les plus profondes de Picard remontent à la surface. Pour lui, être quitté, c'est revivre l'abandon ultime. C'est se retrouver, selon ses propres mots, tout nu dans la rue. Incapable d'exprimer cette détresse, n'ayant jamais appris à gérer une telle charge émotionnelle, cet homme a basculé. Dans sa logique déformée par le désespoir et le besoin de contrôle, si la famille ne pouvait plus exister avec lui, elle ne devait plus exister du tout. C'est ainsi que cet homme, qui avait la réputation de toujours trouver une solution à tout, a opté pour la pire de toutes. Maintenant que c'est dit, voyons les horribles détails concernant ce drame familial. On s'est laissé tantôt au moment où cet homme appelle sa belle-mère après avoir commis l'irréparable. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, après lui avoir annoncé que tout est fini, cette pauvre femme complètement en état de choc a immédiatement alerté la régie intermunicipale de police de la vallée du Richelieu, un peu après 5 heures du matin, pour les informer que son gendre venait de lui affirmer avoir éliminé toute sa famille. Ces derniers ont aussitôt tenté de le joindre par téléphone, mais n'ont obtenu aucune réponse. Ils n'ont donc pas eu d'autre choix que de se rendre directement au domicile familial. Une fois sur place, ils ont tout d'abord cerné la maison pour ensuite fracasser une fenêtre de derrière à l'aide d'un bâton télescopique pour y pénétrer. À l'intérieur, ils ont eu une vision d'horreur. Ils venaient de découvrir les corps inanimés de tous les membres de cette famille. Il y en avait un au sous-sol et 3 autres à l'étage. My God, je trouve ça tellement effrayant. Les enquêteurs passeront maintenant le reste de la journée sur les différentes scènes de crime, aidés par des experts en police scientifique et technique, à la recherche de possibles éléments de preuve. Toutes les pièces de la maison seront minutieusement examinées dans le cadre de leur enquête pour tenter de faire la lumière sur les causes exactes de cette tragédie. La dizaine d'armes à feu trouvées à l'intérieur du domicile est aussi saisie par les policiers. C'est seulement aux alentours de 14h30 que les corps ont été transportés à la morgue, au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal, soit plus de 10 heures après le crime. La rue des Bouleaux est restée fermée à la circulation jusqu'en fin de journée. Pendant ce temps, leurs voisins et amis réagissaient à cette difficile nouvelle en exprimant leur sympathie et leur tristesse en déposant des gerbes de fleurs, des animaux en peluche ou bien des lettres d'adieu aux abords du domicile de la famille. Ce fut tout de même un dur réveil pour les habitants de cette rue qui a littéralement été prise d'assaut par les médias. Certains se cachaient derrière leurs rideaux pour ne pas être interpellés par les journalistes qui étaient sur place. Ils étaient complètement choqués par cet horrible drame, mais aussi par l'ampleur du cirque médiatique qui assiégeait leur quartier. Pour vrai, toutes les chaînes de télé étaient sur place avec leur équipement, en plus des stations de radio et de journaux. Sur tous les visages du voisinage d'Audubon Park, la stupéfaction était évidemment totale. Pour les voisins, les Picard étaient une famille sans histoire. Jacques, le père, était toujours prêt à rendre service. Mais derrière les portes closes, les fissures étaient déjà profondes. L'imminence d'une rupture flottait dans l'air. Le jeudi, en voyant les 2 voitures garées dans l'entrée après des jours d'absence, certains voisins insomniaques ont cru à une réconciliation. Ils ignoraient qu'à l'intérieur, le piège venait plutôt de se refermer. Même s'ils ne les connaissaient pas beaucoup, ce drame familial les laissait profondément déconcertés. Cette tragédie les plaçait devant une réalité aussi froide que troublante.
le pire n'arrive pas qu'aux autres. Un drame peut frapper n'importe où, n'importe quand, et briser des vies en apparence parfaites. Personne, absolument personne, n'est à l'abri d'un drame. Funérailles. Malgré les circonstances tragiques, les proches des défunts ont fait un choix qui peut surprendre. Celui de réunir la famille au moment de leur dire adieu. What? Des funérailles communes pour les 4 membres de la famille ont donc eu lieu dans la petite église de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Je vous avoue que, sur le coup, je ne l'ai pas trop comprise celle-là. L'urne funéraire du meurtrier, Jacques Picard, a été déposée juste à côté de celle de sa conjointe et de ses filles. Mais en creusant, on comprend que malgré l'atrocité du geste, la famille des victimes a refusé de cultiver la haine. Ils ont plutôt choisi la voie du pardon, réunissant les 2 clans pour une seule et même célébration, présidée par l'abbé Mario Dufour, cet ami proche de la famille. Plus de 600 personnes, amis, parents, voisins, quelques curieux, mais aussi de parfaits inconnus, touchés par la tragédie, ont assisté, émus, aux obsèques. Faute de place à l'intérieur, une centaine de personnes ont même dû suivre la cérémonie en retrait, rassemblées sur le parvis de l'église. Rassemblées sur le parvis de l'église. L'église. Rassemblés sur le parvis de l'église. À la sortie de cette messe, les mères de Jacques et de Manon se tiennent par la main. 2 mamans brisées, mais solidaires, réunies dans un même deuil. Celui de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Pour l'entourage, ce geste de pardon est guidé par la foi, mais aussi par le besoin de comprendre. Une des tantes de Picard, sœur Monique, restera d'ailleurs convaincue que ces meurtres n'étaient pas prémédités, mais plutôt nés d'un désespoir soudain. Ça se tient. Cependant, elle est persuadée que le suicide était bel et bien prémédité. Il s'agissait surtout d'une peine d'une intensité immense que personne n'a su décoder à temps. L'autopsie. L'autopsie des 4 corps est pratiquée dans les jours suivants. Sans surprise, elle a confirmé que Manon, Marie-Hélène et Catherine ont toutes les 3 succombé à des blessures par balle. Le calibre et les projectiles correspondaient bien à l'une des armes de chasse saisies dans la maison. Ces autopsies ont aussi validé qu'au moment de l'attaque, les adolescentes se trouvaient bel et bien en plein sommeil au moment de leur meurtre. Aucune blessure de défense n'a été trouvée sur elles. Pour ce qui est de Manon, les résultats ont permis de déterminer qu'elle a été abattue de sang-froid, possiblement après une ultime confrontation, ou bien lorsqu'elle venait tout juste de s'endormir. En ce qui concerne le meurtrier, l'expertise légiste a conclu à une mort par projectile d'arme à feu auto-infligée. L'angle du tir et les traces de poudre ont confirmé hors de tout doute la thèse du suicide, survenu peu de temps après le triple meurtre. Souvent, pour mieux comprendre l'incompréhensible, il faut connaître le déroulement exact des événements qui ont précédé un drame, mais il faut aussi écouter la voix des proches, notamment celle de Gemma Daigle Saint-Michel, la mère adoptive de Jacques Picard, ou Jaco, comme ses proches l'appelaient affectueusement. Ce qui ne sera pas mon cas aujourd'hui, rassurez-vous. Pour elle, son fils était un homme sain, un passionné de nature, loin d'être agressif, et qui répétait toujours qu'il y a une solution à tout. On a bien vu ça. Évidemment, personne n'aurait pu prédire que sa solution ultime serait cette horreur qu'il a commise. Jamais, au grand jamais, cette maman n'aurait pu imaginer pareil dénouement. D'ailleurs, personne n'a rien vu venir, car tout est allé tellement vite. Le mardi soir, Manon lui annonce officiellement sa décision de se séparer de lui. Le jour suivant cette annonce, elle prévient discrètement sa mère en lui disant « On va devoir vivre autrement.
montrant ainsi qu'elle gérait la situation avec maturité et prévoyance, mais tellement loin d'imaginer la réaction destructrice que son mari aura le lendemain. Picard semble bien prendre la chose car il passe la journée entière à faire des rénovations chez sa belle-mère sans rien laisser paraître du tout. Mais derrière ce masque de gendre idéal et serviable, la tempête fait rage. Toute la journée, la colère et l'humiliation bouillent en silence. Ce retour à la maison, le mercredi soir, sera le dernier. Les heures qui suivent s'écoulent dans un silence pesant dans cette résidence d'Audubon Park, alors que la nuit tombe sur la rue des Bouleaux. On connaît bien sûr le déroulement de cette triste histoire, mais il y manque encore certains détails. Il s'agit bien sûr de suppositions, mais voyons tout de même ça ensemble. Manon, Marie-Hélène et la petite Catherine vont se coucher, pensant simplement clore une journée ordinaire. Elles s'endorment en sécurité dans l'intimité de leur chambre. C'est au cœur de la nuit, vers 4 heures du matin, que Picard décide de passer à l'action. Dans le noir, il se dirige vers son arsenal. Il choisit l'une de ses armes de chasse, qu'il charge avec précision. Le calme apparent de la journée fait place à une impulsion destructrice. Il entre d'abord dans la chambre des deux adolescentes, surprises en plein sommeil. Elles n'ont pas le temps de comprendre, pas le temps de fuir, pas le temps de se défendre. 2 détonations brisent le silence de la maison. Puis, c'est au tour de Manon, celle par qui la rupture est arrivée. Elle est abattue de sang-froid à son tour. En l'espace de quelques minutes à peine, Jacques Picard vient d'anéantir toute sa famille. Seul au milieu du carnage, face à l'horreur de son geste et réalisant l'impasse dans laquelle il vient de se jeter, ce faux doux retourne l'arme contre lui après avoir appelé sa belle-mère. Un dernier coup de feu retentit. Le silence retombe sur la maison. Il est un peu plus de 4 heures du matin et la vie de 4 personnes vient de s'éteindre à tout jamais. Conclusion. Ses proches s'accordent tous pour dire que Jacques Picard avait une vie simple et saine. Pas d'alcool, pas de drogue, même pas de cigarettes. Pas d'histoire d'infidélité ou de triangle amoureux non plus. Ils le décrivent plutôt comme un coureur des bois. Un homme manuel qui aimait construire des camps ou des ponts en forêt. Un passionné de chasse et de pêche dont les seuls intérêts étaient tournés vers la nature. Et pourtant, c'est derrière cette façade d'homme tranquille que le pire s'est préparé. On n'a pas vu venir le coup. C'est la phrase que l'entourage a répétée en boucle après la tragédie. Pourtant, avec le recul, on réalise que les signaux d'alarme étaient là, tapis dans l'ombre. Presque imperceptibles sur le coup, mais bel et bien réels. Lors d'une séparation, la grande majorité des gens vivent de la détresse, de la frustration ou de la colère. Mais pour certains hommes, à qui la société a souvent appris à cacher leur vulnérabilité plutôt qu'à exprimer leurs émotions, la rupture est vécue comme un effondrement total de leur monde. Incapable de canaliser cette souffrance, Jacques Picard a basculé en quelques minutes dans une violence extrême. L'un des aspects les plus troublants de cette affaire, selon moi, c'est qu'il possédait toutes ses armes de manière tout à fait légale. Mais comme le rappelait la présidente de la Coalition pour le contrôle des armes au moment du drame, le nombre de fusils importe peu. Il suffit d'une seule arme entre les mains d'une personne en crise pour détruire des vies. Effectivement. En fin de compte, l'histoire de la famille Picard-Hood nous rappelle cruellement que les drames les plus profonds se trouvent parfois là où on s'y attend le moins. Juste à côté de chez nous, derrière la porte close d'une maison de banlieue sans histoire. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu, car c'est ce qui vient clore notre dernier rendez-vous avant la pause estivale. Si jamais je vous manque trop,
n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. J'y mettrai régulièrement du contenu durant cette absence. Un immense merci pour votre fidélité et votre précieux soutien. Prenez soin de vous, profitez du soleil et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires. D'ailleurs, si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Avant de terminer, j'aimerais remercier Guillaume encore une fois de m'avoir prêté sa voix. C'était aussi parfait que la dernière fois. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que je ne dormirais que d'un œil pour cette nuit. On ne sait jamais. OK, bye!